Alors bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui vise à démontrer que l'humanité, dans sa totalité, évolue sans le savoir vers son ultime perfection. Cette ultime perfection, eh bien, c'est la paix universelle, la fraternité absolue, enfin, tout ce qu'on peut imaginer d'un monde qui aurait fini par construire son paradis. Donc plus de frontières, plus de problèmes d'argent, plus de problèmes de guerre, plus de problèmes de compétition. Voilà, la, la jubilation de l'existence. Vivre comme euh, comme seule activité. Vivre, se rencontrer, s'aimer, partager, voilà, être heureux, quoi. Une sorte de, voilà, le paradis. Alors, pourquoi nous allons vers cette finalité, je n'en sais rien. Mais c'est selon mon analyse, selon ma réflexion, et c'est une réflexion qui s'appuie plutôt sur la raison, sur la logique, en disant nous sommes partis d'un point A, lorsque nous étions des primates naturels, nous sommes à un point B, aujourd'hui, le présent. Si on trace une ligne, cette première période et puis aujourd'hui, euh, on voit qu'on a fait des progrès sur certains domaines, etc. Et peut-être que sur certains autres, on pourrait considérer ça un peu comme une sorte, par exemple, le fait d'avoir quitté le royaume de l'immédiat dans lequel vivent nos cousins primates. Ils n'ont pas justement de problèmes à gérer que nous nous sommes imposés, hein, que l'évolution nous a conduit à nous imposer, mais c'est pas pour rien. C'est justement pour apprendre à maîtriser progressivement nos pulsions. Parce qu'en réalité, si nous allons vers cet état de perfection où il n'y a plus d'argent, où on vit l'instant présent, la jubilation de l'instant présent, la jubilation le bonheur d'être en vie, hein, en somme. Si c'est ça la finalité de l'humanité, eh bien, ça correspond à ce que nous étions sans doute à l'origine, lorsque nous étions primates naturels, à quelque chose près. Et ce quelque chose près est important. Mais ça ressemble effectivement à la vie que peuvent mener une troupe de chimpanzés ou une troupe d'orangs-outans ou une troupe de gorilles. Simplement, ce qu'on aura fait disparaître dans tout ce travail d'évolution, en réalité, eh bien, ça sera ce qui empêche nos cousins primates de jubiler, d'être dans un état de contemplation absolue, de bonheur total, tout simplement parce que ils sont soumis aux caprices du climat, ils sont soumis à des prédateurs, et pour les gorilles, par exemple, c'est les hommes, etc. Ils sont soumis à tout un tas à la compétition pour l'hégémonie, pour la domination du groupe. Donc, il y a cette agressivité qui est là, cette façon de tisser des façons d'agir qui empêchent, qui empêchent nos cousins primates d'être dans une parfaite harmonie, une parfaite béatitude, une parfaite extase, en fait, de tomber, de pouvoir accéder à l'extase. Et en fait, c'est ce que nous enlevons progressivement, cet instinct de compétition, cet instinct agressif, etc. C'est ce qu'on fait partir de l'humanité doucement. Voilà.
Et puis, il y a certainement autre chose que je n'ai pas vu, mais voilà la différence entre les primates que nous étions et nous, ce vers quoi nous allons. Alors, eh ben, nous aurons organisé un monde idéal. Voilà. Alors il faudra encore quelques siècles d'évolution au rythme où on voit comment on peut passer par des moments de régression, comme c'est le cas aujourd'hui. Enfin, au moins le sentiment, c'est le sentiment que ça donne, mais tout simplement parce que là, les grandes forces sont en train de se rééquilibrer. Les systèmes hégémoniques sont en train de lâcher prise doucement. Alors on s'en rend pas compte parce que ils reprennent de la force un petit peu, mais très certainement comme à l'époque de la désescalade du pouvoir des Romains, par exemple, ben, il y a eu des moments où les Romains ont essayé de reprendre le pouvoir et puis ils l'ont reperdu, etc. Voilà. Et ce qui est incroyable, c'est que les Romains, qui étaient des guerriers, qui étaient des polythéistes, etc., qui finissaient à la fin de leur période par sophistiquer la cruauté, sophistiquer la déchéance d'une certaine manière, sur certains plans, eh bien ils se sont fait vaincre par l'amour. C'est le christianisme qui a fait tomber Rome. Et en fait, c'est peut-être même l'écœurement de voir, par ces empereurs, de voir à quel point ce monde chrétien se laissait embarquer dans les arènes, se laissait tuer en chantant peut-être, en étant en état d'extase, que ces empereurs ont réalisé qu'ils n'étaient pas dans qu'ils étaient dans le faux, quoi, que c'était pas la bonne façon de vivre, la façon qu'ils s'imposaient et qu'ils imposaient aux autres. Et donc, ils se sont convertis, ils ont commencé à se convertir, etc. Et le christianisme, en fait, par l'amour, a vaincu. Comme le Christ, par l'amour, en fait. Bien sûr, par le désir de justice, etc. Mais il s'est imposé sur une communauté religieuse, et ce qui a donné une branche de cette communauté religieuse. Donc, et qui a effectivement fait fortune, on peut dire, hein, parce que le christianisme, voilà, il a réussi à prendre une sorte de pouvoir parce qu'il était plus souple, c'était plus facile d'adopter cette religion, etc. Voilà. Et donc voilà pour la façon dont je conçois l'évolution de l'humanité. Alors, je voulais commencer par travailler sur cet ouvrage que j'ai découvert il y a quelques jours. Condorcet, réflexion sur l'esclavage des nègres. Alors, ça a été écrit à l'époque de la Révolution à peu près. Et on voit qu'à cette époque-là, déjà, il y avait tout un courant. Il y avait évidemment les esclavagistes, il y avait ceux qui défendaient l'esclavage, ceux qui voulaient l'imposer, voulaient le normaliser, et puis ceux qui ont contesté cette façon d'exister. Et c'est le bien, on va dire, qui l'a emporté sur la distance. Évidemment, il a fallu du temps, puisque même si l'esclavage à certains moments a été aboli, d'autres l'ont restauré, etc. Et puis il a fallu que les esclaves eux-mêmes payent, les anciens esclaves payent pour compenser les pertes des esclavagistes, enfin des scandales inouïs quand on y réfléchit, et qui seront restaurés parce que le monde qui a été mis en esclavage réclamera
des compensations, bien entendu, et ça va prendre du temps. Aujourd'hui, l'Occident ne veut pas encore lâcher la bride, mais il sera obligé d'aller vers la compensation, vers la restauration des honneurs, la restauration de l'image, la restauration des êtres humains, et tout ce que l'esclavage a induit dans le comportement des hommes, de certains hommes. Autant du côté des esclavagistes, ça a stimulé leur perversion, le narcissisme, et le narcissisme occidental, il découle de ce narcissisme qui s'est imposé chez les dominants occidentaux et qui a rayonné à travers la culture, etc., dans l'esprit des Occidentaux, malheureusement. Et donc ce narcissisme, il est en train d'être mis à mal par la société, même si il tend encore la tête, il donne des coups de menton là actuellement, parce qu'il a quelques victoires, mais c'est fini pour lui, à mon sens. Et puis dans la mentalité des anciens esclaves, il y a quand même des difficultés de vivre, d'avoir une image de soi-même positive, etc. Et tout ça, ça devrait être restauré. Et ça sera restauré, bien entendu. Alors, je vais commencer à lire. D'abord, comme d'habitude, je lis et je découvre en même temps. Hein. Alors, j'ai lu un petit peu le début pas la préface, mais la première partie. Voilà. Donc, je vais commencer. Ça, c'est la note de l'éditeur. Allons-y. Alors, pour tout dire, ce qui est intéressant chez Condorcet, c'est que il a vécu à l'époque de Saint-Simon, d'Auguste Comte, etc. De tous ces... même il était prédécesseur, en somme. Il est arrivé au départ. Et il a influencé un petit peu tout le monde et il a quelque chose... Je ne connais pas sa théorie, malheureusement, mais je pense qu'il a vu dans les progrès de l'humanité et tout ce qu'on pouvait... Et surtout qu'il a vu la Révolution. Donc, ce que les progrès pouvaient engendrer vers où ils pouvaient conduire l'humanité. Et il a écrit un livre qui s'appelle donc l'esquisse pour un tableau historique des progrès de l'esprit humain. Esquisse pour un tableau historique des progrès de l'esprit humain. Voilà. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable quand on y réfléchit. Donc ça vaudrait le coup et je vais essayer d'avancer un petit peu sur ce personnage. Alors, voilà ce qui est dit par la note de l'éditeur. Pardon. En 1793, peu après l'exécution de Louis XVI, les Jacobins prennent le contrôle de l'Assemblée. Girondin plus modéré que les partisans de Robespierre, Nicolas de Caritat, marquis de Condorcet, alors c'est lui, Nicolas de Caritat, marquis de Condorcet, est accusé de trahison pour avoir osé s'opposer au nouveau projet de constitution présenté par Hérault de Séchelles. Alors, au fond, quand on y réfléchit, les nobles étaient de la partie. Ceux qui avaient sans doute accepté la révolution et qui voulaient encore agir sur le pays. Et d'ailleurs, la noblesse, globalement, elle a toujours, et aujourd'hui encore, elle est une grande partie et a vraiment une énergie et un courage et une force pour travailler pour l'humanité et pour la nation aussi en même temps. Sous le coup d'un mandat d'arrêt, il se cache pendant plusieurs mois, puis tente de fuir Paris en mars 1794. Arrêté à Clamart, il est envoyé à la prison de Bourg-la-Reine. Mais tout le monde est arrêté à Clamart en fait.
2 jours plus tard, il est retrouvé mort dans sa cellule. Maladie, meurtre, suicide, nul ne le sait, ni ne le saura jamais. Et ça serait bien de le savoir. L'ironie de l'histoire de la fosse commune au Panthéon. L'ironie de l'histoire de la fosse commune au Panthéon. Au-delà de cette énigme reste l'ironie du destin par lequel cet ardent défenseur des droits de l'homme, ce courageux porte-parole des opprimés, ce réformateur audacieux, élève de d'Alembert. Alors voilà, c'était toute cette partie-là qui voulait vraiment amener la culture pour tous. D'Alembert, il a créé l'encyclopédie avec Diderot. Voilà, il voulait il voulait vraiment émanciper l'humanité. Et c'est les premiers grands, peut-être pas les premiers, parce que tous les philosophes dignes de ce nom ont cette vocation d'éclairer l'humanité, d'éclairer leur nation, d'éclairer les nations, etc., suivant le moment où ils sont posés. Mais c'est vraiment ça fait vraiment partie de leur ADN. Et donc, porte-parole des opprimés, ce réformateur audacieux, élève de d'Alembert, donc c'est incroyable. Donc il y a vraiment eu, là il y avait une énergie, là il y avait une créativité incroyable. J'espère que cette énergie, cette créativité va arriver. Elle va arriver. Voilà, moi je suis comment on pourrait dire, un éclaireur de cette nouvelle pensée de où va l'humanité, de cette réflexion. Voilà, c'est c'est les hyper-intuitifs qui ont quelques décennies qui sont en avance sur le temps. Donc, ça pose un petit peu le problème d'être compris, d'être entendu, voilà. Mais ça va arriver et il va y avoir la même énergie créatrice au niveau créatif, intellectuel, philosophique, à propos de l'évolution de l'humanité vers sa perfection. C'est mon intuition. Donc, élève de d'Alembert et compagnon de route des encyclopédistes, il tombe sous le coup d'une décision qui, prétendument révolutionnaire, symbolise au contraire l'arbitraire le plus violent, soit tout ce que Condorcet a combattu sa vie durant. Voilà, l'arbitraire le plus violent, bien entendu. Et on est dans un moment arbitraire où n'importe qui se fait arrêter parce qu'il manifeste son désir d'égalité, son désir de justice, son désir d'universalité, sa lutte contre le racisme. Eh ben, il peut se faire arrêter, tabasser, crever les yeux, maltraité par la police de l'État. Et ça, c'est vraiment, on est dans un moment comme ça. Donc, d'Alembert aujourd'hui, il se révolterait cette façon Cette fin peu glorieuse, l'histoire s'est chargée de l'effacer, passant de l'opprobre à l'hommage. Condorcet a désormais sa place au Panthéon. Et ben voilà, s'il y a quelqu'un qui a sa place au Panthéon, c'est bien Condorcet, pour la France. Condorcet a désormais donc sa place au Panthéon, où son cercueil a été symboliquement transféré en 1989, à l'occasion du bicentenaire de la Révolution. De prestigieux lycées portent son nom, lequel impose le respect aussi bien aux mathématiciens et aux économistes qu'aux historiens et aux philosophes. Et voilà, quand on est du côté du bien, eh bien, on n'est pas déboulonné, nos statuts ne sont pas déboulonnés, etc., comme c'est le cas maintenant, et à juste titre, avec le wokisme qui est là. Le wokisme qui est contesté par les réactionnaires, mais qui s'imposera, bien entendu, parce que le wokisme, c'est le goût de la justice, c'est le goût de l'égalité, c'est le goût des progrès positifs de l'humanité. Donc le wokisme, il a des beaux jours devant lui, c'est lui qui va l'emporter, la partie. Même si aujourd'hui,
on essaye de le salir, de le noircir, etc. C'est lui qui l'emportera. Voilà. Mais pour saisir la portée de son engagement, non, lequel impose, oui, voilà, aux mathématiciens, aux économistes, aux historiens, aux philosophes. Mais pour saisir la portée de son engagement et des combats qu'il a menés pour comprendre l'œuvre de cet intellectuel avant l'heure, un penseur comme le siècle des Lumières savait en faire, à la fois homme de science, homme de lettres et homme politique, rien ne vaut la lecture de ses textes. À cet égard, les réflexions sur l'esclavage des nègres constituent sans doute l'une de ses œuvres les plus admirables, par sa virulence polie, par son mélange de force de conviction et de finesse argumentaire. Voilà. Virulence polie. Eh bien, j'aimerais bien qu'un jour on puisse dire ça de moi. Voilà. Pour la finesse argumentaire, non, c'est pas argumentative. Je suis loin de l'égaler. Voilà pour la première partie de cette vidéo. Alors, comme vous le savez, si vous avez suivi quelquefois mes vidéos, si vous pensez que ces vidéos ont une importance pour éclairer l'évolution de l'humanité, si vous pensez qu'il est important qu'aujourd'hui on commence à s'interroger sur cette évolution, sur où nous allons, pourquoi on ne s'interroge même pas sur où nous allons, c'est même pour moi quelque chose maintenant c'est devenu une sorte d'aberration, mais bien entendu parce que j'ai découvert cette phrase, l'humanité est destinée à atteindre sa perfection il y a 25 ans, en l'écrivant comme ça intuitivement sur un cahier. J'ai réalisé que je venais d'écrire quelque chose qui m'éclairait moi-même, je m'étais jamais posé la question où va l'humanité. Et puis là, d'un seul coup, ça me paraissait évident, et donc il a fallu que j'essaye de décortiquer cette phrase et la comprendre et l'analyser comme tout bon autiste Asperger. J'ai plus lâché prise, je l'ai attrapé et jusqu'à ce que je comprenne tout ce qu'elle voulait dire, cette phrase, je m'y suis accroché. Si vous pensez que cette théorie a un peu d'intérêt, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez écrire des commentaires et vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net où je démontre cette théorie. Et maintenant, vous pouvez aussi soutenir la mécanique universelle pécuniairement, on va dire, ce qui permettrait en somme de pouvoir avoir un webmaster, de développer un peu l'espace, d'augmenter sa visibilité. Et si vous avez des compétences pour travailler sur le site, pour développer l'espace YouTube, etc., vous êtes les bienvenus et je vous remercie d'avance pour ceux qui se sentent l'envie de le faire. Voilà. Et donc, voilà. C'est tout pour cette... Et donc, en général, il y a le lien qui renvoie vers un espace de don, où vous pouvez faire un don. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. On va continuer sur Condorcet.